Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cet épisode de podcast, je vais revenir un petit peu plus en détail sur mon parcours personnel. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, c'est un petit peu challengeant de vous enregistrer cet épisode, mais en même temps, je pense que ça peut vous montrer que, quel que soit l'endroit d'où on vient, quelle que soit notre expérience pro, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat et faire ce qu'on aime. Et en fait, c'est suite à mon épisode sur ma petite fille intérieure et la moi du futur, j'ai des personnes qui m'ont dit, je m'attendais à un peu plus de drama, notamment un ami qui m'a dit ça, alors je l'ai pas mal pris, mais je me suis dit, bon, peut-être aller un petit peu plus loin sur mon parcours personnel pour que, simplement, que vous compreniez aussi d'où je viens, tout simplement, mais je n'ai absolument pas envie de donner dans le drama dans cet épisode, donc je vais vraiment me mettre en prise de hauteur, et puis il y a beaucoup de choses qui sont guéries aujourd'hui, donc c'est vraiment l'objectif de vous montrer que quel que soit l'endroit d'où on vient, on peut devenir ce qu'on veut, on peut devenir simplement ce qu'on choisit d'être. Alors, la première chose que je vais vous partager, c'est un événement que j'ai vécu dans ma petite enfance et qui a été quand même un marqueur de qui j'ai été par la suite et de comment j'ai fait les choses et comment j'ai pu vivre les choses. Donc quand j'avais 3 ans, j'avais un grand frère qui avait 9 ans de plus que moi et qui est décédé dans un accident de la route. Et forcément, la première chose, c'est que je m'en souviens pas, j'avais que 3 ans, donc j'ai pas de souvenir conscient de lui. Mais forcément, cet événement a marqué la suite puisque j'ai grandi dans un environnement qui a été marqué par cet événement. J'ai grandi avec des parents qui portaient cette tristesse, cette douleur. Et en fait, ce que ça a créé chez moi, c'est que pendant une très très grande partie de ma vie, je me suis donnée comme mission, alors je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais comme mission d'apaiser leur douleur, et je pensais que j'avais cette responsabilité peut-être de les aider à guérir de ça. J'ai compris bien après que des parents qui perdent un enfant ne peuvent pas en guérir, ils peuvent en faire quelque chose. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce qu'ont fait mes parents de ça leur appartient. Mais en tout cas, que je n'avais pas cette responsabilité, moi, de les guérir, que c'était pas mon rôle et surtout que je ne pouvais pas le faire. Donc, en fait, j'ai veillé soigneusement une très grande partie de ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, surtout à faire ce que je croyais qu'on attendait de moi. Moi j'aimais bien l'école, donc j'avais des bonnes notes à l'école, je pense que j'étais une enfant, de mon point de vue en tout cas, peut-être que mes parents diraient les choses différemment, mais de mon point de vue, je faisais vraiment ce qu'on attendait de moi, en tout cas. Et moi, c'est comme ça que je vivais les choses. Et j'essayais beaucoup de compenser, en fait, ce manque qu'il y avait. Il faut savoir que j'ai une grande sœur aussi, qui a 4 ans de plus que moi, donc je suis la petite dernière.
Donc voilà, et puis bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon enfance, mon adolescence, il n'y a rien de significatif en dehors de ça, on va dire, même si comme tout le monde, voilà, on vit plein de choses, mais le but c'est pas que cet épisode dure 2 heures, le but c'est pas de rentrer dans les détails, mais de vous dire comment moi j'ai vécu les choses. Et ce qui m'a amené, avec le recul, en réfléchissant à cet épisode, je me suis dit quand même que ça m'a amené à développer beaucoup de relations toxiques. J'ai eu quand même, quand je fais la vue d'ensemble dans mon adolescence, dans ma vie de jeune adulte, j'ai eu quand même pas mal d'amitiés un peu toxiques, je m'entourais de personnes qui me ressemblaient pas forcément, avec qui je pouvais pas forcément être moi-même, mais en même temps, je ne savais pas bien qui j'étais. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment co-créé ces relations toxiques, parce que j'étais dans cette quête d'affection, de combler quelque chose. Et c'est vrai que dès l'adolescence, j'ai eu quand même une amitié qui était un peu toxique. J'ai eu un peu plus tard, dans ma vingtaine, une amitié un peu toxique. Vous savez, ces relations un petit peu fusionnelles où on passe beaucoup de temps ensemble et au final, ça m'a étouffée un peu. Et ça c'est derrière moi, mais c'est vrai que quand je refais le lien, je me dis j'ai eu quand même pas mal de relations toxiques, et notamment ma première relation amoureuse qui a été très très toxique. Ça a été vraiment une relation compliquée, qui allait loin quand même, parce qu'on était fiancés à 18 ans, on était fiancés, on avait pris la décision de se marier, et puis c'était une relation qui ne m'épanouissait pas du tout, qui ne fonctionnait pas du tout, et qui me faisait m'éloigner de beaucoup de gens autour de moi. Alors certains pourraient dire que c'était un pervers narcissique dans son attitude. Moi, je pense vraiment que j'ai co-créé cette relation. Aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles de cette personne. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas, je suis pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a co-créé, et quand on parle de personnes toxiques, maintenant, je prends beaucoup de recul par rapport à ça, parce que pour créer ce type de relation, il faut être deux, tout simplement. Et s'il n'y a personne en face pour tirer l'autre bout de la ficelle, le petit jeu s'arrête. C'est ces petits jeux relationnels qu'on va entretenir. Et tant que j'étais là pour entretenir ça, la relation continuait. Et une relation toxique, vraiment, c'est une co-création. Réellement. Même si, effectivement, il y a des personnes qui ont des attitudes qui vont, on va dire, favoriser le développement de ces relations-là, faut quand même quelqu'un en face pour y répondre. Tandis que si on arrête tout de suite, la relation toxique ne se crée pas. Donc j'en profite pour mettre un petit bémol, parce que j'essaye d'éviter de parler de personnes toxiques, de pervers narcissiques, de ce genre de choses, parce que j'oublie pas, et je vois que il faut toujours être deux pour créer ces relations. Donc elle a laissé des traces quand même, cette relation. Sur mon parcours, j'avais perdu beaucoup confiance en moi. Quand ça s'est terminé, j'étais vraiment perdue. Et là, j'étais encore dans une phase de ma vie où je savais pas qui j'étais, en fait. Pratiquement jusqu'à mon burn-out, je savais pas vraiment qui j'étais, ce que je voulais faire. Et voilà. Et c'est après mon burn-out que tout ça s'est bien dessiné. Donc suite à ça, j'ai mon bac à 18 ans, et ensuite je fais un BTS assistante secrétaire trilingue. Je crois que c'est des études qui n'existent plus aujourd'hui. J'ai choisi ça un petit peu par défaut, parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Ça va avec le reste, avec le fait de ne pas bien se connaître. Et comme j'étais très bonne en langue étrangère, je me suis dit, je choisis ça, je vais creuser du côté des langues étrangères. Et mon but, c'était de faire des études courtes, parce que j'aspirais à travailler, à avoir ma liberté. Donc je voulais pas m'engager dans des études de langue qui seraient plus longues, ou ce genre de choses.
Donc je fais mes études et tout de suite après, je trouve un emploi qui correspond parfaitement à ce que j'ai fait. Et on peut dire que j'ai passé une bonne partie de ma vingtaine à faire la fête. Je voulais ma liberté, je l'ai eue. Donc je travaille et je fais la fête pratiquement pendant toute ma vingtaine. Je sortais énormément en discothèque, j'avais la bande de copains, on sortait 2-3 fois par week-end, enfin vraiment. Là aujourd'hui dans mes souvenirs, aujourd'hui au moment où je vous parle, j'ai 43 ans et je me dis j'ai passé ma vingtaine à faire la fête. Et vraiment sans regret, hein, parce que je me dis aujourd'hui j'ai aucune frustration. Parfois je vois des gens qui vivent leur jeunesse un petit peu sur le tard. Moi j'en ai bien profité, il n'y a aucune frustration. Et voilà, aujourd'hui je suis un peu plus casanière on va dire, mais j'ai bien profité de ma jeunesse. Bon, il y a eu des excès aussi, mais je pense que ça fait partie des choses que j'avais besoin de vivre. Et je pense aussi avec le recul que c'était une manière de mettre un mouchoir sur des choses que j'avais pas envie de voir, sur des choses qui me faisaient souffrir et forcément qui m'ont rattrapée par la suite. Parce que en 2014, donc il y a 10 ans maintenant, donc j'étais au début de ma trentaine, j'avais commencé à pas aller très bien depuis 2-3 ans. Faut savoir que j'ai fait plusieurs dépressions avant mon burn-out en 2014. C'était des dépressions qui n'avaient pas trop de sens. C'était un peu réactionnel dans le sens où dès qu'il m'arrivait quelque chose d'un peu dur, je tombais en dépression. Donc je prenais des antidépresseurs, ça allait mieux. Et puis j'arrêtais, mais ça revenait régulièrement. Et quand j'ai fait mon burn-out en 2014, ça faisait quand même un bon moment que ça n'allait plus. Ça faisait 2-3 ans que j'étais très lassée de mon travail. J'avais essayé en 2008, j'avais fait en 2008, j'avais pris un congé de formation, j'ai fait une formation d'infographiste en 2008. Donc ça m'avait fait une pause dans le travail puisque j'ai été 9 mois en formation, je suis retournée derrière les bancs de l'école. Mais j'aimais bien ça, mais là encore, c'était un job qui n'était pas forcément fait pour moi. J'avais un peu cherché des emplois dans ce domaine, mais ça fonctionnait pas. Et je sentais que c'était pas vraiment l'espace complètement juste. Alors, aujourd'hui, je suis ravie d'avoir fait cette formation parce qu'elle me sert bien, concrètement. D'avoir appris certaines règles de communication. Et puis aussi, ça me permet de m'approprier certains outils digitaux avec beaucoup de facilité puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont construites un petit peu sur le même modèle. Et puis, ça nourrissait mon côté un petit peu geek qui est toujours là. Et en tout cas, ça m'a bien aidée parce que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'ai des réflexes qui sont revenus. Donc aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait cette formation d'infographiste à l'époque, même si effectivement, ce n'était pas la bonne voie pour moi. Et donc je reviens, donc 2014, ça fait plusieurs années que je vais pas très bien. Au boulot, je crois que le mot que j'ai le plus dit dans ces moments-là, c'est que j'en avais ras-le-bol, que j'en avais marre. J'allais travailler en train, parce que c'était pas à côté de chez moi, donc je me levais très tôt le matin. J'avais des journées qui étaient assez longues. Il y avait eu des changements dans mon entreprise, ce qui fait que ma charge de travail avait diminué. Donc en plus d'aller pas bien, je me sentais assez inutile. Et donc, ceux qui sont un petit peu renseignés sur le sujet, c'est pas un burn-out que j'ai fait, c'était plus lié à l'ennui, mais c'était surtout une crise de vie, une crise existentielle. Donc, en juillet 2014, un matin, je me réveille et la première chose que je fais, c'est que j'ai envie de vomir. Je suis malade au réveil, c'est le genre de truc qui ne m'arrive jamais. Et je commence à pleurer et impossible de m'arrêter. J'étais vraiment au fond du seau.
Donc, évidemment, je vais pas au travail. Je suis en arrêt pendant une quinzaine de jours. Je reprends le travail au bout de 15 jours. Vraiment, vraiment dans la douleur. C'était horrible. J'allais au boulot au travail en pleurant. Les journées étaient interminables. Et je me disais à ce moment-là, Aurélie, tiens 2 semaines. Puisque 2 semaines après, j'étais en vacances. Et je me dis, Aurélie, tu tiens 2 semaines et ensuite c'est les vacances et on verra. Et au bout de ces 2 semaines, je me rappelle qu'en partant en vacances, j'ai pris toutes les quelques affaires perso que j'avais à mon boulot en sachant que je ne reviendrai pas. Donc j'ai été en vacances, donc ça n'allait pas du tout à ce moment-là. Mon médecin généraliste au départ me met en arrêt, ensuite je passe par le psy. Et donc ensuite au bout de 6 mois, 6 mois d'arrêt maladie, 6 ou 8 mois d'arrêt maladie, je demande ma rupture conventionnelle puisque je sens bien que ça n'ira pas, que je ne peux pas revenir. Et à cette époque, je voudrais le dire là parce que j'ai beaucoup de gratitude quand même parce que j'avais un patron qui a été extrêmement compréhensif, qui n'a pas compris ce qui s'était passé et qui avait été assez démuni parce que quand je suis allée le voir pour lui demander ma rupture conventionnelle, j'étais encore au 36e dessous. Ça n'allait pas du tout, donc je pleurais en lui expliquant que ça n'allait pas et tout. Enfin, là, on était vraiment dans le drama et il a été extrêmement compréhensif et il m'a demandé en fait qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu n'as pas parlé, pourquoi tu n'as rien dit. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit mais ouais, en fait, j'ai jamais rien dit, j'ai pas partagé le fait que je m'ennuyais, que ma charge de travail avait diminué, que je m'étais enfermée dans un truc où, comme j'avais peur de perdre mon travail parce que je n'avais plus de charge de travail, il y a des moments, je trouvais, je faisais un peu semblant de travailler, semblant d'être occupée parce que j'avais cette peur. Et qui est bien connue des gens qui ont une perte de charge de travail. J'ai lu pas mal d'articles sur le sujet, c'est des stratégies qu'on met en place quand notre charge de travail diminue, qu'on a peur de perdre son job. Et en fait, on s'enferme là-dedans, puisque comme on a l'air occupé, personne s'inquiète. Et du coup, nous, on continue à s'ennuyer et on s'enfonce dans un truc qui est pas bon du tout, quoi. Et donc, évidemment, oui, j'ai envie de dire, évidemment, il accepte ma rupture conventionnelle. Et de là, c'était quand même le grand vide. Ce grand vide qui était là depuis plusieurs mois, ce grand vide où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et même si j'étais dans une dépression assez profonde à ce moment-là, puisque mon burn-out s'est accompagné d'une dépression, c'est ma tendance dépressive qui s'est complètement exprimée à ce moment-là. La première chose, c'est que j'ai jamais eu de pensée suicidaire. Dans toutes les dépressions que j'ai faites, j'ai jamais eu de pensée suicidaire. Et surtout, je sentais à l'intérieur de moi, il y avait ma petite voix qui me disait que ce que j'étais en train de vivre, ouais, c'était dur, mais c'était aussi fondateur de ce qui allait se passer par la suite. J'en étais convaincue, et même si j'avais aucune idée de où je voulais aller, de ce que je voulais faire, de tout ça, je n'avais aucune idée, c'était vraiment un grand vide. D'un autre côté, je savais aussi que j'étais en train de traverser quelque chose qui allait tout changer dans ma vie. Je sais pas l'expliquer autrement, je le savais. C'était mon cœur qui me le disait, j'avais cette intime conviction au fond de moi. Et puis au printemps 2015, donc là je venais de valider, ça y est, j'avais officiellement quitté mon travail et je suis partie 3 semaines au Canada voir un ami qui vit là-bas.
Et puis avec vraiment cette envie de faire du tourisme un petit peu en solo, parce que même si j'ai quelqu'un qui vit là-bas, bah voilà, il avait ses journées de travail et tout, et je savais que j'allais passer pas mal de temps solo, et avec l'idée de me recentrer et de m'éloigner de tout, de m'éloigner des gens, parce que à ce moment-là, ma relation avec mes parents était un petit peu compliquée, j'avais eu besoin d'air, parce que j'avais vraiment cette sensation de mourir et je m'étais pas sentie comprise, comme c'est le cas de beaucoup de gens quand il fait des burn-out, c'est que on culpabilise beaucoup soi-même et le fait de ne pas réussir à expliquer aux autres ce qu'on vit vient créer un autre niveau de culpabilité, et ensuite bien souvent il y a cette phrase que les gens nous disent, qui n'est pas méchante mais qui fait beaucoup de dégâts, et cette phrase c'est: mais je comprends pas, t'as tout pour être heureuse, qu'est-ce qui se passe? Et le truc, c'est que moi je ne comprenais pas non plus, et quand on me disait cette petite phrase, c'était pire. Donc il y a une double, triple dose de culpabilité quand on est dans cette situation, et j'ai eu vraiment besoin de m'éloigner. Et acte manqué ou pas, je ne sais pas, mais le fait est que j'ai oublié mes antidépresseurs dans ma valise, et je suis donc partie au Canada sans mes antidépresseurs. Alors, sachant que c'est pas du tout recommandé d'arrêter les antidépresseurs du jour au lendemain, je ne recommanderais à personne de le faire, mais c'est ce qui s'est passé pour moi, et franchement ça s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Et puis ce voyage, ça a été aussi un temps de réflexion, surtout parce que je voulais aussi voir vers quoi j'allais me diriger. La première chose, c'est que je voulais retourner dans le monde du travail. Parce que j'avais perdu confiance en moi, mes capacités cognitives, en termes de concentration, de mémorisation. Je sentais qu'elles avaient été bien altérées avec le burn-out, et je doutais beaucoup de moi, mais je sentais que j'avais besoin de remettre un pied dans le monde du travail pour voir où j'en étais par rapport à ça. Mais qu'il fallait aussi que j'avais besoin, du moins, de créer mon propre projet pour moi, pour ma vie, parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc ça, c'était au printemps 2015, et donc au retour, je prends la décision, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, je prends la décision de faire une formation en sophrologie, puisque j'avais aussi été accompagnée par une sophrologue, et je prends la décision de m'inscrire à cette formation, donc qui démarre, j'ai démarré fin 2015, début 2016. Donc j'avais encore plusieurs mois devant moi, et je prends des missions intérim, notamment une qui a duré tout l'été, et là qui m'a fait beaucoup de bien. Là encore, je suis bien tombée, j'ai eu beaucoup de chance. Alors c'était pas le job le plus épanouissant du monde, mais je m'en foutais un peu parce que je suis tombée sur une équipe super sympa, et sur un job qui était, même s'il n'était pas passionnant, il était hyper stimulant, ça bougeait beaucoup. Et ça m'a permis de me rendre compte que je captais toujours, que mes capacités cognitives pouvaient revenir. Cette mission s'est super bien passée, et avec une super équipe. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur des gens hyper sympas, et ça s'est vraiment super bien passé. Et donc 2016, donc je fais ma formation en sophrologie, et donc là cet épisode va un peu doublonner avec l'épisode que j'avais fait sur mon parcours pro. Je vais essayer de pas répéter les mêmes choses. Donc en 2016, donc je fais cette formation en sophrologie. Petite parenthèse, oui, donc j'ai fait un épisode sur mon parcours professionnel qui doit être l'épisode numéro 2 de ce podcast, si vous voulez aller l'écouter. Parenthèse fermée. Donc, désolée pour les répétitions, je fais ma formation de sophrologie en 2016, et là c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à moi. C'est magnifique ce qui se passe, je me sens enfin à ma place. Et je me rends compte aussi, là je vous en reparle, c'est
ce burn-out a été le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie. Il était mal emballé, il a été un petit peu dur à digérer et long à digérer. Mais ce que j'ai compris aujourd'hui avec le recul, c'est que ce burn-out m'a permis de m'ouvrir à moi-même et de voir ce que je voulais vraiment. Et ça, je l'ai partagé. J'étais en formation il y a quelques semaines et je leur ai partagé, en fait, entre le décès de mon frère et mon burn-out, donc il s'est passé 30 ans, je n'ai fait que répondre à ce que je croyais qu'on attendait de moi. Et très clairement, c'est ça qui a créé cette crise existentielle que j'ai vécue, c'est que, au-delà de dire, parfois on dit je savais plus qui j'étais, moi je ne savais pas qui j'étais et j'avais tout à découvrir. Donc ça a été un vrai chemin initiatique, mais sans ça, j'en serais pas là où j'en suis. J'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Et cette petite voix que j'avais au fond de moi à cette époque qui me disait que j'étais en train de vivre un moment décisif de ma vie, elle était extrêmement juste parce que c'est exactement ce qui se passait. Et alors j'aimerais pas repasser par là parce que c'était pas très marrant quand même, mais j'ai énormément de gratitude pour cette période de ma vie qui a été effectivement décisive, qui m'a permis de me trouver, de trouver qui j'étais et de repartir dans cette voie de la conscience de soi, du développement personnel, du développement spirituel, avec un ancrage bien plus solide et avec une foi en la vie qui était quand même bien présente. Parce que dans ma vingtaine, je me rappelle, je suis arrivée dans le développement personnel plutôt par la spiritualité. Et dans ma vingtaine, j'avais une amie avec qui on s'intéressait un peu à des pratiques spirituelles, on se tirait les cartes, ce genre de choses. Et sauf que je faisais un usage, mais qui n'était pas du tout bon pour moi de ça. C'est-à-dire que je me tirais les cartes presque tous les jours. J'étais dans cette quête permanente de réponse à l'extérieur. J'avais pas compris que c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, je me suis complètement éloignée de ça. Et pendant plusieurs années, j'étais en rejet de la spiritualité et du développement personnel. Je me disais, c'est des conneries. Et j'ai été vraiment en rejet, alors qu'au final, j'y suis arrivée assez tôt dans ma vie. Et puis, c'est revenu forcément avec ma formation en sophro, et puis ensuite à me mettre à exercer, et à lire des livres, et à continuer à me former, et à apprendre toujours plus. C'est parce que j'avais remis de l'équilibre dans tout ça, et j'avais compris que c'était moi d'abord qui étais maître de mon destin, et que j'allais pas trouver les réponses dans des outils spirituels ou autres, qu'ils étaient un support formidable, une belle source d'inspiration éventuellement, mais en aucun cas des choses qui allaient me permettre de prendre des décisions, parce que nos décisions, elles partent de nous et elles ne doivent pas partir d'un outil ou de quelque chose d'extérieur, en tout cas. Donc j'avais toutes ces choses qui se mettent en place. Donc je démarre à exercer en tant que sophrologue. En 2020, j'arrive sur les réseaux et j'ai toujours eu ce côté très scolaire à faire bien les choses. Quand j'exerçais en tant que sophrologue, je travaillais bien mes protocoles et mes séances pour mes clientes. Mais j'étais encore dans ce truc un petit peu trop scolaire qui m'a rattrapée quand je suis arrivée sur les réseaux. J'arrivais dans un univers où il fallait se démarquer pour être vue et j'étais un petit peu enfermée dans ce que je connaissais, dans ma pratique. Je voulais pas sortir de ce que j'avais appris. Je manquais pas mal de confiance en moi vis-à-vis de ça. Et je voyais bien que ça me freinait. Et surtout, moi, je me sentais un petit peu enfermée dans mes propres trucs.
Et donc à ce moment-là, donc là on est... donc je suis arrivée sur les réseaux fin 2020, j'ai un petit peu beaucoup ramé toute l'année 2021. Et fin 2021, ou début 2022, non c'était début 2022, j'ai fait une séance de breathwork en ligne dans un espace qui avait été créé par Marie Selfo à l'époque. Marie, avec qui j'ai eu une conversation dans l'épisode 6, que je vous invite à aller réécouter si vous en avez l'envie, ou à aller écouter. Et on fait une séance de breathwork en ligne. Alors une séance très courte, une séance qui a pour objectif de nous mettre en énergie, un truc assez léger. Donc je fais cette séance de breathwork et arrivée même pas à la moitié, elle durait 10-15 minutes, elle durait pas très longtemps, c'était vraiment quelque chose d'assez court, d'assez léger. Sauf que j'avais un truc en dormance que c'est venu réveiller. Arrivé à la moitié de cette séance de breathwork, j'ai une espèce de grosse réaction émotionnelle. Je commence à pleurer et je me suis plus arrêtée de pleurer pendant 2 ou 3 heures. J'ai passé ma soirée à pleurer en comprenant pas bien ce qui se passait, mais en vrai si, je savais. Et je sentais qu'il y avait cette latence à l'intérieur et que j'avais besoin d'aller libérer quelque chose, travailler quelque chose. Et ce qui revenait à mon esprit depuis plusieurs mois, je commençais à en avoir conscience. J'avais été faire du travail en individuel, en constellation familiale. J'avais commencé à aller explorer ça et je me suis dit, là, il est temps que j'aille me libérer du poids du deuil de mon frère. Parce que c'est un travail que j'avais pas fait pour moi. Et le truc qui s'est passé dans ma tête pendant très longtemps aussi, c'est que pendant très longtemps, j'ai considéré que comme je n'avais pas de souvenir de mon frère, c'était comme s'il n'avait pas existé pour moi. Vous voyez le niveau des histoires qu'on peut se raconter, parce que même si j'avais pas de souvenir, j'avais quand même passé 3 ans de ma vie avec lui, donc il y a la mémoire cellulaire, la mémoire de tout ce qu'on a vécu qui était là. Et moi, je m'étais un petit peu bercée d'illusions en me disant, je m'en souviens pas, donc pour moi, c'est un non-événement. Non, sauf que là, ça me rattrapait. Et donc, j'ai trouvé une formidable thérapeute avec qui on a pu aller explorer ça, praticienne en EMDR. Et j'avais très très peur, parce que j'avais très très peur de ce que j'allais vivre, j'avais très très peur de ce que ça allait me faire. J'avais vraiment la super trouille d'aller explorer ça, mais en même temps je savais que c'était indispensable parce que ça bloquait complètement ma créativité, ça bloquait l'expression de qui j'étais, ça bloquait beaucoup de choses en moi en fait. Et c'était devenu indispensable pour que je puisse m'épanouir dans mon activité. C'était devenu nécessaire parce que ça freinait vraiment mon activité d'entrepreneur. Et je savais que ce lien, il était là. Me demandez pas pourquoi, mais je savais que que ça allait libérer ma créativité, libérer des choses que j'avais besoin de libérer. Et comme quoi, vous voyez, le lien entre le business et ce qu'on vit à titre personnel, il est hyper fort, parce qu'on pourrait se dire a priori que ça n'a rien à voir, alors que dans mon cas, en tout cas, ça avait tout à voir. Et donc avec cette thérapeute, on fait 4, 5, 6 séances, je sais plus. On fait ce travail en EMDR d'aller revoir cette petite fille que j'étais qui a vécu ça à l'époque, d'aller retrouver mon frère, parce qu'il y a eu des moments en état de conscience modifié où on s'est retrouvés, on s'est parlé tous les deux, c'était très beau, c'était très léger, c'était même assez joyeux, et évidemment qu'il y a eu il y a eu des larmes pendant ces moments-là, mais c'était un travail qui était très beau à faire, alors qu'au départ, il m'avait fait tellement peur, et au final, il m'a fait tellement de bien, et assez vite. Et
Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai un peu d'émotion à vous en reparler parce que c'était vraiment très très beau ce travail qu'on a fait ensemble. Je me dis que ça serait bien que j'invite Margot pour en parler aussi sur ce podcast parce que on se rend pas compte des liens qu'il peut y avoir entre nos business et notre vécu personnel. C'est assez dingue. Tout ce qu'il peut y avoir comme lien et tous ces freins qu'on peut se mettre et on se dit que ça n'a rien à voir et on laisse des choses de côté alors qu'en fait c'est très très lié. Et donc on fait ce travail qui m'a fait un bien énorme. Vraiment, c'était vraiment magnifique ce travail qu'on a fait ensemble. Et il est jamais trop tard parce que, vous voyez, j'ai mis 38 ans à aller travailler sur ce deuil puisque oui, j'avais 41 ans à l'époque. Mais c'était le moment pour moi. Avant, j'étais pas prête. Avant, ça aurait été trop de souffrance, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup d'aisance et de facilité parce que c'est réglé, parce que c'est guéri, en fait. Et voilà, j'ai fait ça pour moi. Et je pense qu'on a tous notre propre chemin à faire par rapport au deuil de la vie. Alors, au deuil, quel qu'il soit, hein, les deuils, c'est pas forcément, c'est pas uniquement la perte d'un être cher. Un deuil, c'est tout ce qui a trait au renoncement. Donc, mais en tout cas, ouais, ça m'a fait le plus grand bien et ça m'a libérée. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, c'est à partir de là que j'ai pu commencer à créer des choses, à faire des propositions dans mon entreprise depuis qui je suis et pas uniquement depuis ce que j'avais appris ou depuis ce que je pensais qu'il était bien de faire. Et puis, aujourd'hui, ça va plutôt pas mal. J'ai traversé... j'ai traversé tout ça comme j'ai pu. Déjà, c'est la première chose que je veux vous dire, c'est que j'ai fait comme j'ai pu, avec ce que j'avais et avec ce que je pensais juste. Il n'y a pas de chemin parfait. Voilà, dans mes relations avec les hommes, j'ai encore des choses à régler, même si ça va vraiment vers le mieux. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'aime beaucoup ma vie comme elle est. Je crois aussi qu'elle peut être encore mieux et j'œuvre pour ça. Et j'œuvre pour, vraiment accompagner des gens à s'épanouir, plus spécifiquement des entrepreneurs, mais à voir aussi que quand je dis que dans mes accompagnements, on travaille vraiment sur... je travaille de manière holistique sur toutes les parts de l'être, c'est aussi parce que moi, j'ai vécu, j'ai compris tout l'impact que peuvent avoir les événements de notre vie sur nos business. Et je crois pas qu'on puisse œuvrer uniquement sur le business, la stratégie, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, si on n'a pas une profonde connaissance de qui on est, si on ne vient pas pleinement reconnaître tout ce qui fait de nous qui on est, si on ne vient pas mettre de l'équilibre dans les perceptions qu'on a de ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi et que c'est même indispensable de travailler sur toutes ces sphères de l'être. Et oui, j'accompagne des entrepreneurs, mais on ne parle pas que d'entrepreneuriat. Et parfois, dans des rendez-vous, on n'en parle même pas du tout. Mais au final, c'est ça qui va nous emmener au bon endroit. Si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi vis-à-vis de mon expérience, de ce que j'ai vécu, et qui m'a permis de voir que, oui, on peut choisir d'être qui on choisit d'être. On peut choisir d'être entrepreneur, mais on ne peut pas occulter certaines choses parce qu'à un moment, forcément, ça risque de créer un frein. L'entrepreneuriat demande une honnêteté radicale vis-à-vis de soi. Tout le monde n'est pas prêt
à faire preuve de cette honnêteté radicale. Et c'est ok. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Chacun a sa vie, chacun son parcours. Mais je pense que si on veut vraiment profondément s'épanouir, faire ce qui nous ressemble, diffuser le message qui est le nôtre, on n'a pas d'autre choix que d'être dans cette honnêteté radicale, d'abord vis-à-vis de soi. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, ou je ferai peut-être d'autres épisodes. Je pense pas que je reviendrai. Je voulais faire cet épisode parce que je pense pas que je reviendrai trop sur mon parcours perso, c'est pas le but de ce podcast. Mais voilà, plusieurs personnes me l'ont demandé, donc j'ai fait cet épisode, même si c'était un peu challengeant pour moi, je vous cache pas. Bon, il est un peu long, je suis à 40 minutes d'enregistrement pratiquement. Mais voilà, je pense que j'y reviendrai pas parce que le but c'est pas de m'appesantir sur moi, mais plutôt de revenir sur ce que j'apporte et sur vous. Mais voilà, je me disais que ça avait aussi du sens de le faire pour montrer qu'il n'y a pas de parcours parfait et puis que surtout on fait tous avec ce qu'on a et ça n'empêche pas de créer son propre bonheur, de créer son propre épanouissement, de créer ce qui est bon pour nous et puis voilà, tout simplement. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous a parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.